Your Excellencies, Honorable Ministers, business leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, a warm, warm welcome to the Africa CEO Forum Annual Summit 2022. My name is Nozipho Shabalala, and it is an absolute privilege and an honor to serve you as your Master of Ceremonies at Africa's flagship event for the private sector. Now, we're gathered here in excess of 1,800 delegates, actually breaking the 10-year record of the forum. Together, we are seeing prominent business leaders, investors, as well as policymakers coming together, ladies and gentlemen, to engage, to debate, and to highlight the role of the private sector in the continent's development. And so over the next 2 days, we're going to be deeply immersed in robust panel discussions and dynamic debates, as well as expert insights from some of our leading thought leaders on the continent. And of course, because we're here in person, we have the unique opportunity to also meaningfully pause, connect, and engage as we really come together in conversation. Having said all of this, allow me the opportunity to also acknowledge the thousands who are following the forum on the Africa CEO Forum's website, as well as the event page and the event app, to of course extend a special welcome to them. To all of us who are going to be lifting some of the sound bites, sharing some of the insights that are coming out in the forum, as well as sharing pictures and videos on social media, kindly please note that the official hashtag is hashtag ACF2022. That is hashtag ACF2022. Now, ladies and gentlemen, you will know that one of the long-standing objectives of the forum has been to reunite French-speaking and English-speaking Africa. And so to that extent, this entire forum, 70 sessions in total, is going to be completely bilingual. So we really encourage you to please follow in the language of your preference. Before I call up our first speaker, a last final request from myself. As we gather in person, may we kindly be mindful of our cell phones and ensure that they're on silent so that we can respect not only the speakers, but also those that are listening. At this stage, it is my honor, it is my privilege to welcome the Managing Director of the Jeune Afrique Group, but also founder and president of the Africa CEO Forum. Ladies and gentlemen, join me in a round of applause as Mr. Amir Ben Yamed comes onto the stage. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Vice-président, Mr. Vice President of Nigeria, Monsieur le Vice-président de la Côte d'Ivoire, Madame la Première ministre du Gabon, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, chers participants, chers amis, Akwaba, bienvenue, comme on dit en Côte d'Ivoire. Bienvenue à cette 8e édition du Africa CEO Forum. C'est un immense plaisir de vous retrouver en présentiel après 2 années de pandémie Covid si difficile. C'est un immense plaisir de vous retrouver après 2 années de visioconférence, Zoom, Teams, dont je crois qu'on peut tous convenir qu'elles ne remplaceront jamais le contact et la qualité des échanges que nous pouvons avoir dans cette conférence. Et c'est un immense plaisir, Monsieur le Président, de nous retrouver à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à tout le gouvernement ivoirien pour le soutien qu'il nous a donné pour l'organisation de cette conférence. Alors, c'est un immense plaisir de se retrouver, mais ces retrouvailles arrivent à un moment très difficile. Un moment où les crises se succèdent, la crise Covid, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'inflation, l'énergie, et où ces crises dessinent un monde nouveau, où la recherche d'autonomie stratégique, la maîtrise des futurs moteurs de la croissance va devenir pour notre continent une nécessité. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'issue de ces 2 jours de conférence,
Chacune et chacun d'entre vous repartent déterminés, convaincus que nous pouvons construire dans ce monde nouveau une Afrique unie face aux enjeux mondiaux, forte vis-à-vis de ses partenaires internationaux, ambitieuse dans ses nouvelles politiques économiques et industrielles et protectrice vis-à-vis de ses populations. Alors, souveraineté et prospérité, notre thème. Monsieur le Président, je ne peux pas aborder ce thème ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sans m'arrêter un instant sur les performances de votre pays, qui, je crois, a su donner l'exemple. La Côte d'Ivoire a connu une grave crise électorale en 2010 et a su, depuis, se reconstruire, se transformer et, en moins de 10 ans, devenir l'une des économies les plus dynamiques du continent. Et cette trajectoire se poursuit aujourd'hui, puisque le président Alassane Ouattara a fixé un nouvel objectif ambitieux, qui est de doubler à nouveau le PIB de la Côte d'Ivoire à horizon 2030. Cet objectif doit s'atteindre en misant sur des transformations industrielles dans les secteurs où la Côte d'Ivoire est le plus compétitif, l'agriculture notamment, et en misant sur le secteur privé à travers une politique de champions nationaux ambitieuse. Alors, Monsieur le Président, je discute avec beaucoup d'opérateurs, d'acteurs économiques, comme vous le savez, et je crois que cette performance est unanimement reconnue en Côte d'Ivoire, sur le continent, à l'international, et que dans le contexte du thème qui nous occupe, elle doit nous inspirer, et je crois, Mesdames et Messieurs, mérite d'être applaudie. Alors, cet agréable hommage rendu, je voudrais en revenir à notre programme. La souveraineté et les nouvelles routes de la prospérité. Nous avons choisi ces thèmes parce que nous pensons que c'est également une opportunité historique pour le continent d'engager sa transformation. C'est une opportunité historique parce que le monde devient multipolaire et que ça doit normalement renforcer notre capacité de négociation vis-à-vis de nos partenaires et ça doit nous inciter à conquérir notre propre autonomie stratégique. C'est une opportunité historique également parce que le monde se décarbone et ce faisant se déglobalise. Cela va favoriser l'industrialisation locale. Je consomme ce que je produis ce que je consomme. Est-ce que ça va avoir encore du sens pour nous d'exporter de l'EVA africain pour importer des centaines de millions de dollars de pneumatiques de l'étranger, alors que nous pouvons créer des dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur? Clairement non. Ça sera une opportunité historique aussi parce que l'énergie et les ressources minières sont à nouveau au cœur de la géopolitique mondiale. J'en veux pour preuve le bénéfice que nous en tirons déjà, puisque nous avons le retour en force du gaz africain, alors qu'il y a quelques mois, il était banni en termes de financement. J'en veux pour preuve aussi le retour de toutes les ressources minières qui sont indispensables à la transition énergétique. Et c'est une opportunité aussi historique dans la nouvelle économie. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution, l'intelligence artificielle. Et cette révolution, le continent est idéalement placé pour en tirer parti. L'intelligence artificielle est un monde technologiquement transparent, ouvert, avec de faibles barrières capitalistiques et dont le driver essentiel est l'innovation et le capital humain dont le continent regorge. Alors ces 4 facteurs, ne serait-ce que ces 4 facteurs, nous donnent cette occasion unique d'occuper une place de choix dans l'économie mondiale. Et c'est le sens que nous avons voulu donner au programme que nous avons construit pour ces 2 jours de conférence. Nous allons donc parler de filières industrielles, celles auxquelles il faudra donner la priorité parce que nous sommes producteurs de la matière première et que nous pouvons y capter beaucoup de valeur ajoutée. Nous allons parler du cercle vertueux que nous devons construire pour les industries extractives, notamment pour qu'elles servent en priorité nos projets de transformation industrielle, qu'elles servent la construction de nos champions nationaux dans l'énergie, dans la métallurgie, dans les mines. Nous aurons parmi nous, au cours de ces 2 jours qui viennent, les présidents du Sénégal et de la Mauritanie, qui sont 2 pays producteurs de gaz importants en devenir et qui ont les moyens de devenir les pionniers de cette transformation. Nous allons parler aussi de gouvernance, parce que nous devons apprendre à mieux faire valoir nos intérêts sur la scène internationale. Nous devons apprendre
à travailler ensemble dans le cadre du marché commun, de la ZLECAf. Nous devons mettre au sein de ce marché commun les intérêts du secteur privé en premier, créer des politiques, notamment fiscales, nécessaires à développer l'industrie africaine et à la protéger des importations. Nous allons bien sûr parler de numérique, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons parmi nous une vingtaine de start-up parmi les plus importantes du continent. Elles ont collectivement levé plus d'1 milliard de dollars. L'une d'entre elles, qui est avec nous, qui est un spécialiste africain de l'intelligence artificielle, Instadeep, a levé 100 millions de dollars il y a quelques mois. Ils partageront avec nous les promesses que l'intelligence artificielle nous offre au continent. Et bien sûr, c'est probablement l'une des choses les plus importantes, nous allons parler d'inclusivité. Il nous faut parler de responsabilité sociale, il nous faut parler de solidarité, parce qu'il n'y aura pas d'Afrique prospère sans économie inclusive. Alors voilà, c'est un programme riche, qui est, je crois, fidèle à la raison d'être du Africa CEO Forum, qui est d'offrir la meilleure plateforme de réflexion, d'analyse, d'échange et de rencontre du secteur privé au service d'une Afrique moderne, innovante et reconnue à sa juste valeur dans le monde. Cette mission, nous la conduisons maintenant depuis 10 ans, nous fêtons le 10e anniversaire, et nous allons l'enrichir d'une nouvelle initiative. Une initiative qui est au service d'une industrie centrale pour notre projet de conquête de souveraineté, centrale pour nos nouvelles routes de la prospérité, qui est au cœur du projet de marché commun, qui est indispensable pour le développement de nos économies et de nos entreprises. Je veux parler de l'industrie financière. Alors, si vous ne venez pas pour l'industrie financière, venez pour la musique, au moins. Donc, j'invite tous les acteurs de l'industrie financière, banques, assureurs, régulateurs, opérateurs télécoms, fintech, vous êtes nombreux parmi nous aujourd'hui, à venir à Lomé les 28 et 29 novembre pour venir construire ensemble cet Africa CEO Forum de l'industrie financière, cette plateforme de dialogue public-privé pour que nous puissions construire l'Afrique des services financiers et créer ce marché commun dont l'Afrique a besoin. C'est notre première contribution en tant qu'Africa CEO Forum à cette nouvelle quête de souveraineté et ce développement des routes de la prospérité. Voilà, mon intervention touche à sa fin. Avant de laisser la place à la suite de la cérémonie d'ouverture, je voudrais faire quelques remerciements. D'abord, je voudrais tous vous remercier pour votre présence et pour le soutien que vous nous avez accordé pendant ces 2 années de pandémie Covid. Je voudrais remercier la SFI, son directeur général, M. Maktar Diop, son vice-président pour l'Afrique, M. Sergio Pimenta, et toute leur équipe de collaborateurs très talentueux et dévoués qui nous ont aidés à organiser cette conférence. Je voudrais avoir bien sûr un mot pour nos partenaires, nos sponsors, grâce à qui nous portons haut et fort la voix du secteur privé depuis maintenant 10 ans. Je voudrais remercier toute l'équipe de Jeune Afrique Media Group et du Africa CEO Forum qui s'est démenée depuis 12 mois pour organiser dans des conditions que vous connaissez difficiles cette conférence. Et je voudrais finir par remercier une nouvelle fois Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et toute la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité et le soutien qu'elle donne à cette conférence. Merci à tous, excellente conférence et bon séjour à Abidjan. Merci. It's a very big thank you to you, Amir. Ladies and gentlemen, now, over the course of its history, the Africa CEO Forum has always sought out formidable partners with a shared ambition to ensure that this event becomes the reference point
for the private sector. And today, of course, we have the honor of not only having this particular partner as a co-host over the next 2 days, but now to hear from the managing director of the International Finance Corporation. Ladies and gentlemen, if I can ask you to welcome with a round of applause, Mr. Makta Diop. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, cher grand frère, Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Vice-président du Nigeria, Monsieur le Vice-président de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Madame le Premier ministre du Gabon, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions. Merci mon cher ami Amir pour cette excellente présentation. Et permets-moi d'associer Mme Bini Ahmed à ces remerciements parce que nous étions tous ensemble ici quand tout ça a commencé. Merci Mme Bini Ahmed. Et encore une fois, mes condoléances pour la perte d'un homme qui a marqué l'Afrique, votre mari qui a été une inspiration pour un certain nombre d'Africains ici présents. Je vous remercie pour cela. Distingués invités, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum exceptionnel et souhaite remercier les autorités de Côte d'Ivoire qui nous accueillent à Abidjan ainsi que le groupe Jeune Afrique, partenaire de choix pour l'organisation de ce forum. Le forum célèbre sa 10e édition dans un contexte très particulier à un moment décisif pour l'Afrique. Je me souviens comme si c'était hier d'avoir participé à la toute première édition du forum à Genève et de l'avoir vu évoluer et devenir un endroit de rencontre privilégié. C'est donc avec un immense plaisir que de retrouver des visages familiers et d'en découvrir de nouveaux. Et je tiens à souligner combien nous sommes chanceux de pouvoir nous réunir si nombreux à l'occasion et de rappeler l'importance des vaccins, sachant qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire en matière d'équité vaccinale sur le continent africain. Au cours de ma carrière, je ne pense pas avoir dû faire face à un moment marqué par autant d'incertitudes et de défis complexes aux dimensions multiples. Si la liste des crises économiques ayant provoqué des chocs énormes sur nos économies est longue, les crises financières des années 80, Monsieur le Président, vous étiez un des acteurs pour redresser les économies africaines dans ces périodes de crise, et je dois souligner que vous avez été mon patron au Fonds monétaire et nous avons travaillé sous votre direction à résoudre un certain nombre de défis auxquels les économies africaines faisaient face à la crise suite à la crise des années 80. La crise des marchés obligataires de 1998, en passant par la crise également des subprimes en 2008. Jamais nos pays n'avaient été confrontés à un tel niveau d'incertitude face à une telle déferlante de chocs externes, crise sanitaire, géopolitique, crise alimentaire, inflation record. Aujourd'hui, la plus grande économie du monde connaît un taux d'inflation jamais enregistré depuis 40 ans. La croissance mondiale devrait chuter de 5,7% en 2021 à 2,9% en 2022, soit nettement moins que les 4,1% prévus en janvier dernier. Quant à l'Afrique subsaharienne, ils disent qu'elle devrait rester la seule région émergente en développement où les revenus par habitant ne retrouveront pas leur niveau d'avant la pandémie. Et cela, malgré les énormes efforts consentis par les pays pour faire face à la situation à travers des politiques contre-cycliques. Ajoutons à cette liste le défi permanent du changement climatique qui continue de fragiliser notre continent, l'Afrique. Ce défi a été mis en exergue lors de la COP15 qui a été organisée ici à Abidjan et qui a montré l'impact que cela pouvait avoir et a déjà sur le développement de nos économies. Sans paraître trivial et répéter ce que beaucoup de gens ont déjà dit, je suis cependant convaincu que les opportunités abondent et qu'il faut saisir le moment. Cette convergence de crises offre au continent une occasion unique d'opérer les changements structurels nécessaires
à la transformation de nos économies. L'Afrique est à un point d'inflexion. Il s'agit de faire de cette crise un moment de transformation structurelle. Nous pouvons et devons accélérer ce processus. En un mot, nous devons saisir le moment. We need to seize the moment. Plus que jamais, le secteur privé doit être le moteur des stratégies de développement. Il sera l'élément essentiel pour que la croissance ne soit pas simplement rythmée par l'évolution du prix des matières premières. Il nous faut des entreprises capables d'être compétitives sur le marché extérieur et de produire en masse. Dans une tribune récemment publiée dans les colonnes du groupe Jeune Afrique, j'ai insisté sur le fait que le contexte actuel oblige le continent à accélérer les progrès réalisés pour mettre en œuvre la zone de libre-échange commercial, la ZLECAf. Portée par le secteur privé, la ZLECAf offre à l'Afrique une opportunité unique de créer des économies d'échelle, de réduire sa dépendance face au reste du monde, tout en conquérant des marchés, non seulement en Afrique, mais aussi à l'extérieur. Je souhaiterais illustrer cela par un exemple concret. Le secteur de la construction, qui offre une opportunité unique de création d'emplois, sachant que pour chaque maison construite, 5 emplois sont créés. La demande pour le logement dans les pays africains est gigantesque du fait de l'urbanisation rapide et l'augmentation du revenu de la classe moyenne. Or, en dehors du ciment, la majorité des intrants pour la construction est importée. Voir éclore des champions régionaux susceptibles de produire à des prix compétitifs dans chacune des filières de la construction est une opportunité à saisir. Ceci exige bien sûr des investissements en infrastructures, une réduction du coût de l'électricité et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, la SFI travaille sur la question du logement abordable avec les banques, ici en Côte d'Ivoire, sur la question des prêts hypothécaires et aide les développeurs à créer des chaînes de valeur dans le secteur de la construction. Nous pouvons et devons créer des géants régionaux pour la production de verre, de robinetterie, d'aluminium qui permettra de créer cette chaîne de valeur et transformer structurellement les économies africaines. Le même principe s'applique au secteur de l'agriculture. L'Afrique peut nourrir l'Afrique, à condition de transformer son secteur agricole et de s'attaquer à la question de l'accès à la terre. Le commerce des céréales se situe bien en dessous de son potentiel du fait des coûts de transaction élevés, de taux de rendement très faibles et d'une logistique inefficace. Je souhaite au passage saluer les efforts de la Côte d'Ivoire, le pays ayant relevé le défi de transformer les chaînes de valeur et d'industrie de la transformation alimentaire sur son territoire, notamment dans le domaine de l'anacarde et du cacao, et ceci avec le soutien de la SFI. Face à la pandémie du Covid-19, les investisseurs privés se sont mobilisés avec les partenaires du développement et pour rendre possible la fabrication de vaccins en Afrique. Cela montre que dans un temps record, nous pouvons transformer nos économies et installer des industries qui, quelques années auparavant, étaient inimaginables, ce qui était inimaginable de faire sur ce continent. Mais bien sûr, tout cela se fera de manière différente. Nous sommes à l'époque du numérique. Nous avons des start-up talentueuses. Nous avons beaucoup de talents en Afrique. Et les investissements qui seront faits en matière de câbles sous-marins devraient permettre d'accélérer cette transformation économique et structurelle de nos économies. Nous devons, bien sûr, donner priorité aux investissements et dans le domaine innovant et profiter de cet accent renouvelé sur la question du changement climatique pour créer également des investissements qui participent à la chaîne de valeur dans ce domaine. Je parle de l'industrie solaire, je parle de l'industrie aérienne et je parle de toutes les formes d'énergie renouvelable aujourd'hui qui sont en train de se développer en Afrique et à travers le monde. Je voudrais donc conclure en disant que l'Africa CEO Forum, qui célèbre son 10e anniversaire, offre une plateforme unique pour échanger et débattre de nos priorités et définir ensemble la voie à suivre. Je suis impressionné par le nombre de leaders d'opinion qui sont réunis ici aujourd'hui et je suis impatient d'entendre les idées, les suggestions sur la manière dont nous pouvons mieux collaborer et surtout transformer nos idées en solutions concrètes, en actions. Nous avons beaucoup à discuter et à entreprendre ensemble, mais le temps presse. Commençons sans plus tarder. Merci.
It's a very big thank you to Mr. Diop, and I certainly believe that we all share your impatience to ensure that the ideas that we are talking about are quickly translated into sustained action. A very big thank you to you, sir. Now, ladies and gentlemen, after a 3-year-long absence, there is no other place in the world where the Africa CEO Forum could have come back to. The forum has enjoyed an immense friendship from the city of Abidjan in the country of Côte d'Ivoire. And in fact, this is the most visited city by the forum. And so to celebrate this friendship, it is our honor now to kindly please rise as we welcome His Excellency President Alassane Ouattara to the stage. If you could all please rise, ladies and gentlemen, and let's give His Excellency a round of applause. Mesdames, Messieurs, pardonnez-moi, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien, où est Madame Tchabalala? Elle est là, non? Bala, comment allez-vous? I'm well, sir. Thank you very much. Ça va bien? Ça va bien, merci. Voilà, elle m'a demandé, dans son intervention, elle a dit qu'on pouvait s'exprimer dans la langue dans laquelle nous sommes le plus à l'aise. Yes. Alors donc, je vais vous faire mon discours en Djoula ou en Wolof. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, néanmoins, je vais le faire en français. Majesté, la reine Maxiba des Pays-Bas, Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Monsieur le vice-président de la République du Nigeria, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement de la République gabonaise de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Directeur général de la Société financière internationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Africa CEO Forum, Madame la vice-présidente du groupe Jeune Afrique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers participants au CEO Forum, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille à nouveau à Abidjan à l'occasion de la 8e édition de l'Africa CEO Forum. Comme le disait tout à l'heure Amir, Akwaba à toutes et à tous. Akwaba, bienvenue en terre ivoirienne. Je voudrais saluer la présence distinguée de Sa Majesté la reine Maxiba des Pays-Bas, ainsi que celle de mon frère Nana Akufo-Addo, président du Ghana. Cher frère Nana, nous sommes heureux et honorés de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, Nana veut dire majesté, donc c'est pour ça que je vous appelle double excellence, double excellency. Je salue également la présence de mon jeune frère Yemi Osinbajo, vice-président du Nigeria, représentant mon frère le président Muhammadu Buhari à ce forum. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir cet après-midi le président du Sénégal, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, président Ould El Ghazouani de la Mauritanie et le président Mohamed Bazoum du Niger. Donc je tiens bien sûr à les remercier d'avance pour leur accord d'être avec nous
dans la journée ou demain. Je remercie également les chefs de gouvernement et les ministres des différents pays, frères et amis, les dirigeants d'entreprises, ainsi que tous nos partenaires techniques et financiers pour leur participation à ce forum. Et je tiens bien évidemment à féliciter, à encourager le groupe Jeune Afrique pour l'organisation régulière de ce grand rendez-vous des décideurs publics et privés. Bravo à toi, Amir, pour cette belle opportunité. Bien évidemment, j'ai une pensée émue pour mon regretté ami et frère, le président Béchir Ben Yamed, fondateur du groupe Jeune Afrique, à qui je voudrais rendre hommage pour son action en faveur des pays africains, de l'Afrique et de sa jeunesse en particulier. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, depuis 2020, tout le monde est entré dans une nouvelle ère de troubles politiques, économiques et sanitaires. L'Afrique subsaharienne a connu en 2020 une récession économique de 1,7% en raison de la pandémie de Covid-19 et bien sûr sa sous-performance économique la plus importante depuis des décennies. À titre d'exemple, comme l'indiquaient tout à l'heure les chiffres projetés par Amir Ben Yamed, la Côte d'Ivoire avait connu de 2012 à 2019 un taux de croissance annuel d'environ moyen de 8% par an, et en 2020, la performance n'a été que de 2%. C'est dire à quel point cette crise a été terrible pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'ensemble des pays africains, d'ailleurs y compris les pays producteurs de pétrole. Donc je voudrais à cet égard saluer l'important rôle joué par nos partenaires internationaux et régionaux, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et bien sûr le G20 et ainsi de suite, qui ont dénoncé les inégalités de l'accès mondial aux vaccins et aussi qui ont mis à disposition des pays des financements de nos différents plans de relance économique et sanitaire. La pandémie de Covid-19 a relevé la vulnérabilité de la mondialisation. Elle a aussi provoqué des perturbations dans l'approvisionnement en biens essentiels, tels que les masques, les médicaments et les vaccins. Et je voudrais donc saluer l'initiative de mon jeune frère Makhtar Diop qui a décidé d'aider certains de nos pays pour la fabrication des vaccins. Et évidemment, cette situation de pandémie a été accentuée avec la crise en Ukraine et ses répercussions économiques et sociales et même financières dans le monde. En effet, en raison de la guerre en Ukraine, plusieurs pays ont restreint ou suspendu leurs exportations pour garantir leur sécurité alimentaire et contrer la hausse des prix sur leur marché intérieur. Il s'agit notamment de grands producteurs tels que l'Inde, mais aussi la Hongrie, la Moldavie pour le blé et de l'Indonésie pour l'huile de palme, bien que cela ait été maintenant suspendu. Une telle situation, bien sûr inflationniste, partout dans le monde, pousse le gouvernement et les entreprises à réévaluer leur dépendance aux réseaux internationaux et à accélérer la localisation de leurs opérations. Donc c'est réellement une remise en cause de la mondialisation et de la notion du commerce mondial, ce qui est très, très, très perturbant, surtout pour les pays en développement qui sont les nôtres. Avec ces restrictions, l'inflation, bien sûr, est galopante
Maktar le disait tout à l'heure, aux États-Unis, c'est de 8,5%, son plus haut niveau depuis 40 ans, et l'Union européenne au-delà de 5%. Et dans la sous-région, nous avons donc dans l'UMOA, la zone qui intéresse le plus la Côte d'Ivoire, l'inflation a été généralement de 3% pendant la période que j'indiquais. Maintenant a atteint doublé et a atteint le niveau de 6,4% au premier trimestre 2024. Donc vous voyez toutes les conséquences d'une telle situation inflationniste avec la baisse du pouvoir d'achat dans nos pays, mais également les problèmes d'utilisation de l'épargne et d'emprunt sur des capitaux à l'extérieur. Les banques centrales sont donc confrontées aujourd'hui à des décisions difficiles. Elles doivent choisir entre vivre avec une inflation plus élevée ou augmenter les taux directeurs pour réduire l'inflation. Donc ce n'est pas une mince affaire. Plusieurs banques centrales ont ainsi récemment décidé d'augmenter les taux, notamment la Federal Reserve des États-Unis, la Federal Reserve Bank, qui a augmenté ses taux de 50 points de base, la Banque centrale du Nigeria, qui a augmenté ses taux de 150 points de base, le Ghana de 450 points de base et la BCEAO de 25 points de base. Évidemment, tout cela a eu une implication importante sur l'inflation, en espérant que cela ira dans le bon sens, mais également sur le pouvoir d'achat et surtout sur l'épargne intérieure. Malheureusement, cette augmentation des taux impacte également sur le financement de nos économies, car les taux d'emprunt deviennent plus élevés sur les marchés régionaux et internationaux. Voilà, Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes donc préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et le problème de la disponibilité pour l'Afrique de certains produits tels que le blé et les engrais, et bien sûr la poussée inflationniste alimentée par la situation également de l'augmentation des prix du carburant. Donc le thème de cette édition, souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine, est en ligne vraiment, c'est bien choisi, c'est en ligne avec les principaux défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique. Donc ce thème permet également d'insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement de l'Afrique, à travers notamment la production et la transformation locale de nos produits de première nécessité. Et je voudrais donc féliciter le groupe Jeune Afrique pour le choix de ce thème particulièrement opportun. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer, bien sûr, des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire a lancé un nouveau plan national de développement 2021-2025 d'environ 100 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé. Et nous avons également, le mois dernier, adopté à l'occasion de la COP 15 le Abidjan Legacy Programme, qui est un programme de restauration des terres d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Car en 60 ans d'indépendance, le couvert forestier en Côte d'Ivoire a été diminué de 80%. Donc il faut essayer d'améliorer le couvert forestier dans les années à venir, pour nous-mêmes, mais également pour l'humanité.
Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous, les décideurs du secteur privé et public, en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange internationale, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Donc nous avons des opportunités, malgré les défis auxquels nous devons faire face. Et je sais que cette grande rencontre d'Abidjan permettra de développer de nouveaux sillons pour nous permettre d'accélérer la transformation de nos économies. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 8e édition de l'Africa CEO Forum. Bon séjour à chacune et à chacun de vous en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency. We're going to, ladies and gentlemen, take a photo opportunity, so I'll ask His Excellency to kindly please remain on stage. And joining His Excellency for the photo opportunity, if I may please welcome Mr. Makta Diop, if I can please welcome Amir Benyamed, as well as, of course, Madame, who of course is Amir's mother, who's joining us, if we can invite her to the stage as well. May I please invite the Prime Minister of Gabon, the Prime Minister Achi, President of Ghana, thank you very much, Your Excellency, President Ado Akufo, the Vice President of Nigeria, Vice President Osinbanjo, and of course, Vice President Kone joining us as well. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, as our excellencies and distinguished guests take their seats, let us ready ourselves for the very first conversation. Thank you very much. We may all resume our seats. Thank you to my media colleagues. If we can kindly please clear the floor. Thank you very much. I do appreciate your kind attention. Thank you very much to His Excellency and, of course, for that moment. Ladies and gentlemen, I think we can be a bit more generous with our round of applause. Thank you. Very much appreciated. It is my absolute honor now to welcome CNN anchor and correspondent and sister, Eleni Giokos, who is going to lead our first in-conversation with the chairman and CEO of the BUA Group. Let's give her a round of applause, please. Bonjour, Sawubona, Salam alaikum, welcome. Mr. Rabio, good to see you, good to see you. Please take a seat for me. It's incredible to see this group of people finally coming back together. Your Excellencies, distinguished guests, so fantastic to be back in Abidjan. Joining me now, we have Abdul Samad Rabio, the Executive President of the BUA Group.
A round of applause for my guest. I don't know if you can tell my excitement that we're back together, and I have to say, everyone having these conversations before the conference started. We've got a room packed full of people. We've had these conversations virtually. It showed our resilience. It showed our adaptability. And Abdul Samad, you've been part of that African story, and I'm so delighted to be on stage with you today. We didn't anticipate the pandemic, and it showed Africa's vulnerabilities to a large degree, our lack of capacity, but we threw every possible fiscal and monetary tool we had. And now we're hit with a new reality. No one anticipated that a war between Russia and Ukraine could result in Africa being, part of the collateral damage. Did you anticipate this? I mean, were you ready for more shocks? Certainly not. I wasn't mourning Eleni again. Yes, it is a big issue, really, because with the world still reeling, from the effects of the pandemic, the COVID-19, in 2020, and all the disruptions, and now this war. And of course, any war is not good for anybody. Did you think, oh no, not another shock? Not another What shock, are we going to do? Especially for us here in Africa, because Africa were the most vulnerable. So really, this war, has created, a serious catastrophe for Africa. As you know, Africa imports, a lot of what we consume. Over 80% of what we consume in Africa in terms of food is imported. That is one. Number two, the effects of the war, especially as far as, say, for example, wheat, which Africa imports almost 55 million tons per annum every year, has really created a big, serious issue for Could you for quantify Africa. that for us? What would it look like? And I know that we have so many countries that rely on imports, and it's not just grain, by the way, it's also sunflower Exactly. oil, Sunflower, so many oil other prices. things, even energy, Yeah. for example. Yes, well, to start with, as I said earlier, we import a lot of what we eat. Almost 80% of what we consume in Africa is being imported. Africa imported last year over 55 million tons of wheat. 40% of that, actually came from Russia and Ukraine. So the price of wheat in the last 3 months, for example, has more than doubled. So it is a serious issue. And if you look at what is happening today, I don't think, we're seeing, any relief going forward. So my take on this is that Africa must look inwards. We must try as much as possible, to develop a workable local solutions to our local problems, which means that we have to start adding value, we have to start producing, because it's a wake-up call for us. It has exposed our vulnerability. Absolutely. But we've had this conversation about we've got arable land that is not being utilized. We have to focus on agri-processing. How do we, create stronger economies? And it still hasn't happened. Exactly. And crises are not going to wait for us to be ready. Exactly. So how are you, exactly. like many industrialists like you, trying to fix that? Well, that is the issue. You see, Africa has 60% of the world's arable land, and we have the land mass, almost 30 square kilometers. We have the people, 1.4 billion people. So meaning that we're a huge, huge population in Africa. So we really need to look inwards to be able to at least feed ourselves. So food security, as far as I'm concerned, is the most important thing for us. Because if, for example, we don't have that, it's going to be a problem for us. So the African Continental Free Trade Area was this incredible policy that was being created ahead of the pandemic, and it went live during the pandemic. And this is a question I ask to most people, when I talk about what the impact has been. Have you seen a tangible difference in terms of trade, intra-Africa trade, because of the Continental Free Trade Area? Well, as you said, it came into effect in 2019, and it is a great opportunity for Africa, to enhance, and deepen the economic integration of Africa. However, there are quite a few concerns, from some countries, understandably so. For example, some countries are concerned, that, there's a lot of insecurity, proliferation of arms, from between countries, and also the fact that previous ETL, like ETLS and
EAC, arrangements have not really been successful. So we have those issues. And also, illegal migration. So some countries have concern, but I believe it is an opportunity for Africa to actually come together and make this work. But it hasn't had an impact yet. in your Not mind. yet. I haven't seen that much of it. And part of the reason is because we have a lot of infrastructure deficit in Africa. And for this to work, we really need to fix our infrastructure, the ports, the rails, and what have you. And for example, I had a vessel that loaded from Port Harcourt to Lomé. It took almost 3 weeks before the vessel could berth. So really, it is an issue. So we really need to fix our infrastructure space for this to succeed. Okay, so is it infrastructure? Is it policy? Is it all of those processes at the borders? Is The it borders, the ports, the rails, and what have you. But the leaders need to also come together. And some of the countries in Africa are also really, not supporting this, I would say. For example, and that is simply... You're talking about your country? No, I'm not talking about Nigeria, but I will not mention the country. But the thing is, some of the countries believe that, with this policy, that they are losing, revenue as far as tariffs are concerned. Of course, it is understandable. For example, I have a factory in Sokoto, which is very close to Niger border, right? Cement factory. And, if we export to Niger and to Burkina Faso, for example, which is, again, about 300-400 kilometers from Sokoto, the price of cement, comes down because we don't have to pay any tariffs. But then again, the countries are actually losing tariffs because if it is coming from within the continent as, part of the African Continental Free Trade Arrangement, duty or tariffs are not supposed to be paid. And that's so interesting because one of the reasons, and this is widely reported, is that the cement industry and basically many industries in Nigeria were able to grow because of what people would call protectionist policies or tariffs on imported goods. Yes. So how do you play up, tariffs to try and help grow a local sector versus trying to push intra-Africa trade? Well, see, that is the issue, because the countries need to understand. You see, because if you are trying to protect your industries, one, there's the protection issue, and then two, there's the issue of tariffs. Some countries believe that if you have this arrangement, you will not be able to, make money as far as tariffs are concerned. But then what is happening is that if the price of cement, for example, in Niger, if you don't pay duty in Nigeria or Niger, it is maybe 20-30% less than what you sell, maybe, say, for example, in Burkina Faso. So at the end of the day, yes, the governments are making money as far as tariffs are concerned, but then the price of the commodity is much higher for the consumers in those countries. So that is what you need to balance, really. I want to talk about what you've been doing at the BUA Group. And actually, you've been so busy during the pandemic. I've been watching you very closely. I mean, you've listed some businesses, your food and cement business. You're talking about lithium. You're talking about commodities a lot. And it kind of gives me, a sense of what you're banking on as future sectors, right? So you're thinking electric vehicles, you're thinking about commodities and hopefully some processing, and you're also talking about infrastructure. Where's your mind at? And could you give us a sense of what businesses in the room could be doing to build resilience as these new risks come to the fore? Thank you. Yes, to start with, BUA is a company I established in 1988, and it's a proudly Nigerian African, foods, mining, manufacturing, and infrastructure business, and with key investments in cement, sugar refining, pasta, flour milling, construction, oil and gas, amongst others. So on the cement business, we have 7 plants scattered across, Nigeria with various capacities. But with a combined, capacity of 11 million tons as at today, we are commissioning 2 more lines next year. So that would, give us 70 million tons in total, 70 million tons per annum. And we decided 2 years ago, to list, all the cement business and as BUA Cement PLC. And today we are one of the top 5 publicly listed companies on the Nigerian Stock Exchange. And 95% of our raw materials come in locally from Nigeria. So that is the beauty, and that is what I keep, saying in terms of, trying to look inwards, add value to what we have and process what we have. Because with all the issues that we have right now, our cement business actually is not suffering at all because we really don't need
any foreign exchange whatsoever, for us to process and produce cement in Nigeria. Okay, so, we know one of the themes is about, sovereignty at the conference. And there's been a lot of questions about what African leaders are going to be doing in terms of alignment during this geopolitical issue that we're seeing playing out in Europe. There's been a big question about whether Africa is going to be aligning itself with other emerging markets, so the likes, of Russia and India and Brazil, and of course China being a big player on the continent. What do you think is going to be the most important thing for the African continent to do right now? Is it about alignment? Do you think it's going to be telling? The most important thing for us to do in Africa is to really look inwards. This is a wake-up call, as I said, for us to, one, be able to produce, add value, and invest in Africa, because this has really exposed us as a continent. Because we have seen today, apart from, food that we talked about, look at the, price of energy today. And even though some countries in Africa are actually producing crude, but at the end of the day, it makes it so difficult, because if you look at the price of diesel in Nigeria today, talking about Nigeria because that is where I have experience, it has almost tripled. So in terms of doing business, it has become a lot more expensive. And then again, food security is the most important thing. So I think we need to concentrate on Africa to be able to do more, to be able to produce, add value, and invest. That is the only way we can actually develop. That is my opinion. And do you think that, you're talking about food security and agriculture, is now the time to ensure that we see big investments in agriculture? Exactly. Is that what we need to build resilient businesses on the continent? Yeah, that now is the time. Because again, as I said, Africa sits on 60% of the world's arable land. And more than anything, I think the most important thing is for us to be able to feed ourselves. Elaine. Absolutely. Okay, we've got a few seconds left. I have to ask you this. Are you feeling optimistic? How are you feeling about the future with all this that's going on? With all this, because Africa has so much, we have a lot of opportunities. We have so much going on for us in Africa. Africa, we have 30% of the world's, mineral and natural resources sit in Africa. So we really need to add value more than anything because we have the resources and we can do it. We have good companies, we have good people, and we can do these things. It's not difficult, but we just need to come together. We just need to get the support of our leaders and be able to do more because we can do more. It's a huge, huge, continent with lots of opportunities. Like if you look at, for example, all the mineral resources that are in the world, most of them are in Africa. We have some of them that you don't have anywhere else. Look at cobalt, 40% of the world's cobalt is in Africa. In fact, it's in the DRC. There is one mine, Cove Mine in the DRC, that is on mine that is worth over $40-50 billion. So we have everything in Africa. 40% of the world's gold is in Africa. So we really need to harness these resources, add value, and be able to do more. And we can do that. So I'm quite optimistic. We have incredible resources, and it still begs the question, how do we capitalize on all these incredible resources that we have? Abdul Samad Rabiu, the Executive President of the Boer Group, what a pleasure and honor to speak to you. Always a pleasure, Elaine. And I hope we've set the tone for the conference. We've got incredible conversations that will be coming up over the next 2 days. And I'm so delighted to be back with all of you. And I hope to say hello to most of you in the audience as well. A round of applause for the Executive President of the Boer Group. Thank you. Thank you so much. And I now hand back to my sister Nozipho. There she is. Awesome. Thank you very much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a round of applause for Eleni and Mr. Rabiu, please. And to the question that you asked, Eleni, have we set the tone? You certainly have. And a big thank you for lifting the complexities of the conversation that we're about to go into now. Ladies and gentlemen, our plenary panel is due now, and we are zooming in on the question of economic sovereignty and how do we move from ambition to action. With that, I'm going to invite my panelists very quickly to join me up on stage. It's my honor to welcome His Excellency Nana Akufo-Addo, the President of Ghana, His Excellency Yemi Osinbajo, the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, to welcome Madame Kate Tometi Fotso. Let's give her a round of applause as she joins us. President, this is your seat. Thank you very much, Mr. Vice President. The second seat is yours.
Thank you very much, Your Excellency. Madame Foto is, of course, the CEO of Telka Cocoa. Welcome, Madame, and you may take the seat in the center. This is, of course, ladies and gentlemen, the largest cocoa exporter in Cameroon. Madame Foto is also the president of the Cocoa Exporters Union. Joining us is Mr. Makta Diop, who leads no further introduction. So, Mr. Diop, let's welcome you back onto stage, please, and to take your seat next to Madame Foto. It's my pleasure and my honor to welcome Mr. Patrick Njoroge, the Central Bank Governor of Kenya. Let's give His Excellency a round of applause. Thank you very much, sir. And your seat towards the end. And last but certainly not least in this conversation is Mr. Karim Benhur. He is the co-founder and CEO of InstaDeep. We heard of InstaDeep. They are an African startup in artificial intelligence. And so we're looking forward to tapping into some of his insights. Now, ladies and gentlemen, as we prepare ourselves for the panel, we are going to invite Mr. Acha Leke, who is the senior partner and chairman of McKinsey Company Africa, to give us some opening framing remarks. So let's give him a round of applause. Acha, the podium's yours. Morning, everybody. And it's absolutely great to be back in person. I have 5 minutes, and I've been told that's what I have, to give a few thoughts on what's happening across the continent. See if I can have the slides up, that'd be great. I think we're talking a lot about the last 2 years, but the reality is, if you look at the last 10 years, as a continent, things have been rather tough. If you look at the last 3 decades, we had a slow decade driven by very little productivity. We then had the rising middle decade between 2000 and 2010. But the last 10 years, even before COVID hit, we had seen productivity decline quite a bit. Then COVID hit, and we've spoken quite a bit about that today, and it affected businesses in different ways. Everybody was affected. There's a number of businesses that actually were, really suffered a lot, the airline businesses, the oil and gas businesses. There are a number, and many of you are in the room here, that had to completely reinvent your business model, whether it's banking, retail, very much driven by digital. And there are a number that actually did better through COVID. Some of my telecom clients did actually quite well through COVID, some of the healthcare clients, but it affected us quite a bit. The one thing it brought to the fore is our trade deficit. And I know President Ouattara spoke about it, Makta spoke about it. At $125 billion, it's 4 times Europe's trade deficit, it's 1.5 times the trade deficit in Asia. And the reality is just that we import too many of the products we need. We were just looking at a few numbers we have. I know Alhaji just spoke about the resources we have on the continent, but we still import 55% of all of our refined petroleum products. We import over 60%.